Voilà, bonjour à toutes et à tous. Il est 9h05, je déclare ouverte la séance de ce vendredi 30 juin. La parole est à Monsieur le directeur général pour le dépôt des dossiers. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur votre bureau les projets de résolution qui vous ont été communiqués via le portail du Conseil provincial et le site Internet. Merci, Monsieur le directeur général. Sont excusés pour cette séance. Moi, j'ai Thérèse Mailly. Y a-t-il d'autres excusés? Oui, mais Guirec a annoncé peut-être son arrivée tardive, m'a-t-il dit. Et... Je l'ai dit, je l'ai dit. On a bien noté. Donc, Suzette Albert, excusée pour la séance. Monsieur le gouverneur aussi. C'est OK? Donc, Suzette Albert. Philippe Bontemps, vraiment. Pas de nouvelles. Alors, je vous propose de procéder à l'appel nominal par vote électronique. Le voilà. Voilà. Va quand même pas celle-là. Celle-ci ne va pas. Hein. Oui, c'est juste qu'il y a une seule télécommande pour 4 télés. Donc au final, vous appuyez sur une, les 4 télés s'éteignent, les autres sur une. Voilà, je vous remercie. Alors, je vous propose, avant d'aborder l'ordre du jour, d'approuver les PV des réunions du 26 mai et du 9 juin. Guirec nous a fait part d'une petite remarque concernant le vote sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'Idelux Développement. Petite précision du directeur général, si vous voulez bien. Oui, Monsieur le Président, compte tenu de ce que M. Alflins nous a dit, je vous rappelle qu'il n'a pas participé au vote, c'est ça le problème pour nous au niveau du PV, il n'a pas participé au vote sur l'ensemble de la résolution, nous avions bien acté une abstention sur le point 2 de l'ordre du jour d'Idelux Développement. Le problème, c'est qu'en réécoutant la bande, il a dit qu'il s'abstenait au début de son intervention et à la fin, il dit qu'il vote contre. Et au vote, il ne vote pas. C'est bien qu'il y a eu évidemment au niveau du PV un problème. Nous avons acté 26 oui sur la résolution, et c'est la résolution telle qu'elle a été envoyée à Idelux, forcément, mais elle n'était pas tout à fait fidèle, mais un petit peu parce qu'on était induit en erreur au vote de M. Alflans. Alors ce que je vous propose, c'est d'acter 27 votes favorables sur la résolution Idelux Développement, hormis sur le point 2 de l'ordre du jour de l'intercommunal, où là nous actons alors son vote contre. Si vous voulez bien, alors on modifiera le PV en conséquence. Ça ne change sur le fond pas grand-chose, mais au moins comme ça, c'est à peu près remis sur des bons rails. Merci, Monsieur le directeur général. Pas d'autres demandes de parole sur ce PV, donc on peut considérer qu'il est approuvé. Et nous passons directement à l'ordre du jour, en commençant par le contrat de gestion à passer avec l'ASBL, le Fourneau David et les Iris. Stéphane, tu as la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Voilà, comme vous savez, le Code de la démocratie locale impose aux provinces de conclure des contrats de gestion de 3 ans renouvelables avec les ASBL et autres associations.
où on apporte une aide, une subvention annuelle d'au moins 50 000 euros. Or, il a été constaté évidemment que nous mettons à disposition des bâtiments pour la SBL le fourneau David Les Iris. Et suite à un calcul qui a été fait par rapport au loyer qui pourrait être demandé, qui devrait être demandé, donc on arrive à 7 400 euros par mois et donc à un montant total annuel d'un peu moins de 90 000 euros. C'est sur cette base-là, évidemment, que l'on maintenant rédige ce contrat de gestion, donc qui sera 2023-2025 avec l'SBL. Pour rappel, donc, la SBL Les Iris est une organisation donc, qui aide les personnes handicapées adultes, principalement. Elle a diverses activités sur divers sites, mais pour le bâtiment pour lequel nous le mettons à disposition, donc, qui est sur la commune de Saint-Léger, pardon, là, c'est un accueil de jour pour des personnes dont les possibilités d'autonomie sont momentanément ou définitivement limitées. Donc, on est sur un encadrement permanent, l'organisation d'activités en matière de vie quotidienne, de forme physique, de relations sociales, de création, d'hygiène et de soins corporels. Donc, les populations qui sont accueillies sont reconnues comme personnes handicapées mentales adultes au regard des critères de la VIC pour laquelle cette ASBL a été créée. Donc voilà, on se met en ordre et en conformité avec la réglementation puisque l'ASBL reçoit en nature, si on peut dire, une aide supérieure à 50 000 euros. Merci Stéphane. Discussion sur ce point. Qui souhaite demander la parole? En l'absence de discussion, on peut passer au vote sur cette proposition. Fermeture des votes, unanimité. Merci. Toujours Stéphane, modification numéro 2 du budget 2023 de l'établissement d'assistance morale de la province du Luxembourg. Oui, donc 2 points en matière de culte. Le premier, c'est donc la MB2 de l'établissement d'assistance morale pour le budget 2023, qui est simplement en fait la diminution de l'intervention provinciale, puisqu'on intègre le boni du compte 2022 à hauteur de 2 220,33 €, et donc ça diminue d'autant l'intervention provinciale. Et le budget est bien évidemment toujours à l'équilibre. Des questions? Olivier. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question dans le projet de résolution. On mentionne le climat financier actuel et les charges supplémentaires incombant aux provinces, mais sans préciser davantage ce que c'est. Donc, est-ce qu'on pourrait préciser les choses dans le projet de résolution? Attends, tu as quelle ligne? Faut que je rouvre le document. Considérant le climat financier actuel, c'est ça? C'est ça, oui. Non, mais ça, c'est une phrase globale pour dire que l'on a des discussions avec les établissements de culte pour dire qu'ils doivent aussi faire des efforts. Et donc, voilà, c'est une phrase générale qui dit de... Oui, c'est ça. Ok, ça va. Puisque nous devons faire fortement des efforts sur base notamment de la reprise du financement communal, ben, on fait aussi faire des efforts à ceux que l'on subsidie de manière conséquente. Ok, ça va. Merci. Merci. Pas d'autres demandes de parole? Passons au vote. Fermeture des votes, unanimité. Maintenant, on vous demande de vous prononcer sur le budget. Oui, on est déjà donc au budget 2024 pour l'établissement d'assistance morale, donc l'on pourra intégrer nous-mêmes dans nos réflexions budgétaires. Donc j'avais eu des discussions avec l'établissement sur base qu'on avait accepté une légère augmentation du budget en 2023, mais que celui-ci devait être le même. En tout cas, l'intervention provinciale devait être identique pour le budget 2024, ce qui est le cas puisqu'on reste à 471 151. Et la hausse du budget, puisque certains postes augmentent, et on peut le comprendre, est prise par l'établissement sur ses réserves. Donc voilà, il n'y a pas de remarque particulière. Rappelez quand même que l'intervention provinciale représente 94% des recettes de l'établissement d'assistance morale. Merci Stéphane. Demande de précision. Passons au vote.
Fermeture des votes, unanimité. Je vous remercie. Point suivant, où on vous propose d'approuver le projet d'accord cadre marché et stock de services de conseil en sécurité informatique pour la période 2023-2027. Marie-Ève. Là, pardon, j'ai un peu la voix qui part. Donc, comme vous le savez, la province exploite, comme tout acteur privé et public, des outils numériques. Et alors, voilà, tout le monde sait que on est tous vraiment soumis à une forte pression des menaces cyber. Et c'est vrai que la sécurité informatique est vraiment devenue un sujet d'inquiétude assez légitime pour la province. Et donc, comme on est conscient vraiment de l'émergence de ces risques, on a déjà mis en place des outils pour organiser une sécurité assez efficace, mais on se rend bien compte que voilà, il nous faut vraiment une expertise additionnelle pour nous permettre d'avoir un regard extérieur par rapport à notre stratégie provinciale en matière de sécurité. Et d'autant plus qu'on sait très bien que les domaines, d'un point de vue informatique, s'étendent si vite que finalement, cette expertise-là, c'est impossible de la maintenir en interne. Et donc, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment avoir confié en tout cas une mission de conseil en sécurité à un opérateur économique, donc qui aura plusieurs objectifs. Tout d'abord, accompagner la province dans la lutte contre les risques cyber et nous accompagner surtout dans un processus d'amélioration continue de notre politique en matière de gestion des risques. Donc l'objectif premier, c'est de fixer un diagnostic avec nos forces et nos faiblesses, de nous fixer des objectifs et également donc une méthodologie et de nous accompagner pour pouvoir parvenir à ces objectifs-là. Donc c'est vraiment un accompagnement à court, à moyen et même long terme, on va dire. L'objectif donc c'est de pouvoir aussi être conseillé par rapport aux méthodes et aux outils numériques qu'on peut mettre en place, donc de mettre en évidence nos fragilités, de diagnostiquer aussi les incidents qui pourraient voir le jour et surtout de nous accompagner dans la remise en route finalement des systèmes qui pourraient être corrompus. Ce qui est important pour nous aussi, c'est d'impliquer le personnel dans la démarche et c'est pour ça qu'on souhaite mettre en place des formations, des enquêtes et des tests au niveau du personnel. Voilà, donc c'est vraiment une mission récurrente d'accompagnement et de conseillers externes qui repose vraiment sur un accompagnement régulier et une amélioration continue, comme je l'ai dit. Alors, le budget global est de 210 000 € et couvrira donc une période de 48 mois. Et donc, il est proposé de marquer accord finalement sur le cahier des charges et de passer le marché par procédure négociée. Merci Marie-Ève. Demande de précision. Denis. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais faire une petite remarque sur les quotas qui sont choisis pour les critères d'attribution. Et je trouvais que sur donc un total de 100 points, mettre 8 points sur le délai d'intervention, ça me paraît un petit peu juste, dans le sens où on a bien fait la preuve, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé à Vivalia, que à un moment donné, entre l'attaque qui a eu lieu vers 3 h du matin et 7 h du matin, c'est vraiment à ce moment-là que, entre guillemets, ce qui pouvait être sauvé a été en partie sauvé. Et donc, je veux dire, ici, pour moi, j'ai envie de dire, ce critère-là devrait être plus pondérant parce que, franchement, la capacité à l'entreprise qui va remporter le marché à dire... OK, parce que je vois ici qu'il y a un délai minimum de 8 heures. Donc je trouve ça très long, dans le cas d'une cyberattaque en tout cas. Et je vois qu'en plus, ça peut aller jusqu'à 72 heures. Donc je crois qu'à ce niveau-là, est-ce que c'est possible de revoir un petit peu cette pondération parce qu'au prix où on va payer ce service, je pense qu'il faut répondre, il faut être capable de répondre à la menace qui est là. Or, une cyberattaque, c'est vraiment fulgurant. Donc, si c'est vraiment ça qu'on veut contrer, moi, je suggérerais qu'on augmente la pondération de ce critère-là parce que vraiment, on est dans... Pour moi, ce serait même un critère... Bon, il y a le prix, évidemment, ça, je suis d'accord, mais pour moi, le deuxième critère, clairement, c'est la rapidité d'intervention. Donc, voilà, c'était une remarque que je voulais faire par rapport à ça.
je peux comprendre tout à fait. Alors, quand on compare peut-être à d'autres cahiers des charges qui seraient lancés par d'autres opérateurs, je ne suis pas sûre que les délais d'intervention soient vraiment en tant que tel un critère. Donc, je pense que c'est déjà une avancée qu'on a mise par rapport à notre cahier des charges. Deuxièmement, quand tu lis au niveau du cahier des charges, tu as quand même des pénalités par heure entamée de retard. Donc, par exemple, tu vois, quand tu parles des 8 heures, c'est 100 € hors TVA par heure entamée de pénalité, et donc qui peuvent augmenter. Voilà. Et alors, par ailleurs, d'augmenter la pondération, je serais peut-être assez prudent dans le sens où, voilà, je peux revoir avec mes services, mais il faut qu'on puisse également trouver un opérateur capable de répondre à de telles spécificités. Donc, je pense que l'important, c'est de pouvoir, en tout cas, trouver ce conseiller objectif et externe compétent. Et je pense que voilà, qu'on a bon espoir de le trouver, mais il ne faut pas bloquer toutes les candidatures avec des poids qui seraient peut-être trop importants par rapport à ce critère-là. Je peux poser la question, je parle comme ça de manière spontanée, mais quand je vois en tout cas les pénalités qui sont déjà imposées par heure de retard entamé, je me dis que c'est déjà une première barrière par rapport à des retards. Et on sait effectivement que voilà, chaque minute compte. Oui, c'est ça. En fait, oui. C'est vrai que la pondération, de toute façon, ici, elle est de 8 sur 100, donc c'est quand même... c'est vrai que c'est une avancée. Mais ce qui me fait plus peur, oui, c'est que déjà, entre guillemets, à partir de... En dessous de 8 heures, il n'y a rien. Moi, je pense que en 8 heures, tout peut être grillé. Donc, oui. Tout en sachant que ce qu'on veut comme un accompagnement, c'est quelque chose de régulier. Donc on a exigé déjà d'avoir une personne au sein de nos services minimum une fois par mois. Ce jour par mois peut être augmenté en fonction des besoins. Donc premièrement, c'est un premier pare-feu. Et alors, ce sera un accompagnement, quasi quotidien. Donc, j'imagine qu'à la moindre suspicion d'incident ou quoi que ce soit, on sera déjà, avertis, parce qu'il y a quand même des rapports qui seront exigés tant au niveau du service informatique que la direction générale, des rapports très réguliers. Donc, ce ne sera pas, on ne va pas être laissé en pâture 6 mois et que hop, l'incident nous tombe sur la tête. Il y a vraiment un accompagnement quasi quotidien qui verra le jour. Espérons qu'on ne regrette jamais cette discussion. Non, je pense que le cahier des charges a été très bien élaboré, de manière très, très poussée. Et voilà, j'ai confiance en la qualité de ce cahier des charges. Je pense que c'est déjà une avancée, et c'est vrai par rapport à ce qu'on a connu à Vivalia. Je pense qu'il faut être très prudent, effectivement. Dominique. Oui, je vais plutôt abonder dans le sens de Marie-Ève. Je pense qu'ici, le but, c'est vraiment d'établir une procédure générale avec un suivi par vraiment des experts, des techniciens, pour empêcher ce qui s'est passé chez Vivalia. Et je rassure Denis, chez Vivalia, si la réaction a été rapide, c'est bel et bien en interne. Ce n'est pas les services externes qui sont venus. Et je crois qu'il faut bel et bien que ces experts qui seront choisis doivent établir une procédure claire, nette et précise pour essayer, autant que faire se peut, parce qu'il faut être très clair, vous savez, c'est comme pour les vols dans une maison, on peut mettre en place tout ce qu'on veut. Si réellement il y a une équipe aussi professionnelle, parce que clairement ici, on a affaire à des professionnels qui sont situés, on le sait maintenant, notamment en Russie et dans d'autres pays, dont c'est le travail au quotidien d'attaquer des services importants dans nos démocraties pour déstabiliser nos démocraties. C'est bel et bien ça le but. Donc ici, d'ailleurs la ministre de la Défense l'a compris, puisque la ministre de la Défense a aussi, depuis une petite année, indiqué qu'il fallait absolument qu'il y ait des experts au niveau de la défense en Belgique pour justement lutter contre ce qui est clairement une guerre. Donc ici, nous, ce que l'exécutif provincial veut, c'est mettre en place un système de barrage, une procédure de lutte. Et donc moi, je pense que c'est en tout cas un bon pas. Ça vient peut-être un peu trop tard, mais qui suis-je pour aller faire un jugement de valeur en la matière? Je pense qu'à votre place, je n'aurais pas fait mieux que ce que vous n'avez fait. Et donc, justement, peut-être que Vivalia ferait bien de s'inspirer de ce qui se fait ici. Et pourquoi pas, on va bien voir la suite, parce qu'il ne faut pas non plus... ici préjuger de ce qui va se passer, mais si ça se passe bien ici, je crois que ce serait certainement intéressant et qu'Aurélie, comme Stéphane,
pourront certainement me suivre à ce niveau-là, nous suivre à ce niveau-là, voir si ce qui se passe ici, si ça se passe bien, si ça ne pourrait pas justement et nourrir aussi ce qui se passe chez Vivalia, où clairement, maintenant, on sort de l'ornière, mais on est toujours... comme dans toute autre institution, on sait qu'il y a d'autres institutions hospitalières qui ont aussi entre-temps été attaquées, où là il y a eu clairement des vols de données, ce qu'apparemment nous ici nous n'avons pas vécu. Donc on est constamment soumis à ce type d'attaque, et donc moi je me réjouis que ce marché soit lancé, et on verra bien ce que ça va en donner, mais je suis optimiste en tout cas par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. Et je réinsiste sur le fait que, pour répondre quand même à la remarque de Denis qui est pertinente, donc ça n'enlève rien à la pertinence de la remarque de Denis, ce qu'il faudrait peut-être faire alors, comme chez Vivalia, où là ça a été parfait, il faudrait aussi peut-être définir une équipe en interne. On a de mémoire 630 fonctionnaires, donc il faudrait voir si dans ces 630 fonctionnaires, on ne pourrait pas définir une équipe qui soit aussi apte à réagir d'une manière rapide, même si... Il faut raison garder. On n'est pas dans la même situation que Vivalia. Quand on a une attaque, une cyberattaque chez Vivalia, on est vraiment là, on touche les soins de santé et les soins de santé urgents. Ici, on conçoit bien qu'on n'est pas dans le même niveau de gravité, mais il faudrait peut-être aussi, et je mêle peut-être avec du conditionnel, envisager en fonction justement de ce qui sera expliqué par les spécialistes en question, une équipe interne qui, elle, pourrait peut-être réagir vraiment sur le coup, quoi. Oui. Et répondre à la sollicitation tout à fait légitime de Denis. Mais ça, je te rassure, Dominique, j'en ai pas parlé parce que pour moi, ça coulait de source, mais on a une équipe en interne, donc notre service informatique, avec des agents hyper qualifiés qui peuvent déjà détecter finalement le moindre dysfonctionnement. Et alors, quand je parlais justement de l'accompagnement qui visait à travailler au niveau du personnel, on va mettre en place, on va demander des formations pour justement former notre service informatique à être encore plus efficace et professionnel par rapport à comment réagir avec la moindre suspicion. Clairement, oui. C'est très bien. Merci Marie-Ève. Merci également Dominique pour cette proposition qui me semble tout à fait intéressante. Alors, pas d'autres questions? Passons au vote. Fermeture des votes, unanimité sur cette proposition. Projet suivant, où on vous propose d'approuver le projet de centrale d'achat relative à la désignation d'un consultant chargé d'accompagner la province du Luxembourg et les autres pouvoirs adjudicateurs intéressés pour l'analyse et la gestion de leurs dettes. Coralie. Merci, Président. Ce n'est pas un premier lancement, mais bien une relance ici de la centrale d'achat liée à l'analyse et à la gestion active de la dette pour la province ainsi que les pouvoirs adjudicateurs qui nous font confiance dans le cadre des centrales de marché. Donc, une relance pour 4 ans pour un montant de 172 000 € TVA comprise, avec, comme pour la période qui se termine, également une quinzaine d'adhérents, communes, CPAS et intercommunales notamment. Les éléments visent évidemment à pouvoir conseiller au mieux les communes, les CPS et les intercos en fonction de leurs spécificités, de leurs lignes de crédit et de leur encours, et qu'ils puissent mettre en place les meilleures mesures en fonction des conseils de la société ou du consultant qui sera désigné. Merci. Merci Coralie. Discussion sur ce point. Bonjour Delphine. Dominique. Oui, donc voilà, j'en profite justement puisque vous avez une conseillère de la majorité qui maintenant arrive. Je vous ferai remarquer, Monsieur le Président, que depuis le début de la séance, la majorité ne représente pas le quorum. Michel Jacquet avait déjà attiré votre attention et avait attiré l'attention des chefs de groupe de la majorité, aussi bien du PS que des engagés, sur cet état de fait lors de la signature du compte, lors du vote du compte. Et ici, apparemment, certains n'ont pas entendu ce message. Je trouve que c'est profondément regrettable. C'est un irrespect pour l'institution et c'est un irrespect pour les 300 000 habitants de cette province
qui comptent évidemment sur les représentants qu'ils ont élus en 2018 pour les représenter au sein de cette institution. Alors, nous, on a toujours été responsables. Évidemment qu'on n'a pas quitté la séance et on n'a pas envie de le faire. Mais franchement, je crois qu'à ce niveau-là, la majorité doit vraiment se poser les bonnes questions et doit changer d'attitude. Merci, Monsieur le Président. On prend acte, Dominique. Merci. Oui. Alors, on en revient au point présenté par Coralie. Pas de questions? On peut passer au vote. Unanimité sur la proposition, je vous remercie. Projet suivant, on vous propose d'approuver le projet SRJ de Mont pour le reconditionnement du bâtiment existant. Nathalie. J'ai mon bail d'entretien. Ah, je vais un peu vite, pardon. On le fera après, on fait comme ça. Bail d'entretien, excuse-moi Marie-Ève. Bail d'entretien, restauration hydromorphologique sur les cours d'eau provinciaux des sous-bassins hydrographiques Semois-Chières. Donc ici, c'est le bail d'entretien classique 2023 pour le sous-bassin Semois-Chières. Donc comme vous le savez, ça concerne des travaux d'entretien de petites et des petites réparations pour les cours d'eau de deuxième catégorie, mais on intègre aussi les travaux pour les cours d'eau de troisième catégorie pour la commune d'Arlon. Donc le montant global du marché est de 161 000 € et il est proposé d'approuver le cahier des charges et de passer le marché par procédure ouverte. Merci Marie-Ève. Des questions? Passons au vote. Fermeture des votes, unanimité, je vous remercie. Et maintenant, on arrive au point sur le SRJ de Mont. Nathalie. Voilà, merci. Donc ici, il s'agit des travaux de rénovation, surtout au niveau de l'enveloppe énergétique. Et donc, vous vous souvenez qu'on a fait une nouvelle école et une nouvelle aile, et donc il reste l'ancienne. Et donc, ici, il y a deux lots qui sont prévus. Le premier, c'est l'enveloppe extérieure, donc c'est l'isolant de l'enveloppe extérieure. Et le deuxième lot, c'est les contrôles d'accès des portes et la mise en place d'un système sécurité incendie et un tableau électrique qui serait directement raccordé à ORES pour en cas de coupure de courant. Et alors le cahier est scindé en deux phases pour la continuité des services. On ne peut pas dire qu'on va déménager les enfants et donc on le fait en deux phases. Et donc il y a des travaux dans la première phase et puis après il y aura les travaux dans la deuxième phase. Voilà. Merci Nathalie. Des questions sur cette proposition? Passons au vote. Fermeture des votes, unanimité. Merci. Alors, le point suivant, patrimoine. On vous propose d'acquérir une emprise à Méline pour régulariser la situation de dérivation du cours d'eau La Lisbelle. Marie-Ève. Et donc en fait, ça concerne un dossier de régularisation administrative donc d'une situation à Méline, pardon. Donc effectivement, suite à diverses crues et inondations, en fait, la Lisbelle, qui est un cours d'eau deuxième catégorie, a recoupé donc un de ses méandres à Méline. Et donc c'est vrai qu'à l'époque, on avait pérennisé la situation en accord verbal avec le riverain, qui souhaite maintenant régulariser la situation. Donc on a mandaté le comité d'acquisition pour faire l'estimation de la parcelle et de rédiger l'acte d'achat des emprises. Donc concrètement, on achèterait le nouveau lit et le solde du terrain donc au propriétaire. Donc le tout deviendrait propriété provinciale. Au niveau de la parcelle, ce serait une contenance de un peu plus de 5 arts et le comité d'acquisition a estimé cette parcelle à 28 200 €. Donc il est proposé de marquer accord sur le projet d'acte et voilà. Et donc de mandater le comité d'acquisition de passer l'acte et de représenter la province à la signature. Et bien évidemment, le propriétaire est d'accord avec le projet et le projet d'acte en tant que tel. Merci Marie-Ève. Des demandes de précision? Passons au vote.
Fermeture des votes, unanimité, merci. Alors, le point suivant qui va nous être présenté par Coralie, pour un échange de parts d'Idelux Projet Public contre des parts d'Idelux Environnement. Voilà, le point qui vous est proposé ici vise en fait à rééquilibrer des parts entre Idelux Projet Public et Idelux Environnement. La genèse de cette réflexion vient de nos contacts réguliers avec le groupe Idelux composé de 5 intercommunales. Notre attention a été attirée en fait sur le déséquilibre, notamment avec 1,29% dans Idelux Environnement et 97,28% dans Idelux Projet Public, qui a pour conséquence au quotidien de ne pas permettre de faire une série d'économies au niveau des frais généraux. Le collège a été sensible à cet aspect et propose ici de lancer un rééquilibrage permettant justement cette économie au niveau des frais généraux. Si le Conseil provincial marque son accord sur l'opération ici, qui, je vais dire, ne coûte presque rien. Enfin, vous avez vu qu'il y a une soulte de 214 € effectivement. Cela permettra de lancer la dynamique vis-à-vis des partenaires que sont les communes afin de mener l'opération à son terme. Merci Coralie. Discussion sur cette proposition. Dominique. Président, voilà, Coralie, moi je regrette quand même que ce point, vous ne l'ayez pas exposé, voire même à huis clos. Hein, donc j'aurais accepté que vous l'exposiez à huis clos pour nous expliquer à nous, en tant que représentants provinciaux, les tenants et les aboutissants de cette problématique. Tu dis les choses, mais tu ne les dis pas d'une manière précise. Il est clair qu'au niveau des frais généraux, il y a une perte au niveau de la récupération de la TVA de 566 000 € depuis 4 ans. 566 000 € perdus depuis 4 ans. Donc c'est ça, en fait, la réalité des chiffres. Hein. Et qui paie ces 566 000 €? Ce sont les habitants de la province. D'accord? Donc nous, évidemment, qu'on n'est pas contre le fait qu'il y ait une récupération de la TVA qui, pour l'instant, ne l'est pas, et qu'on sent qu'il pourrait y avoir une solution à ce niveau-là. Mais en attendant, et tu le sais, et d'autres qui sont... Moi, je ne suis plus au conseil d'administration d'Idelux, mais d'autres le savent en tant que membre du conseil d'administration d'Idelux Environnement et des autres structures d'Idelux. On sait très bien que cette étape-ci ne sera... En tout cas, on ne sait pas quelles sont toutes les conditions imposées par les autorités fédérales au niveau des finances pour que, justement, ces 566 000 € à l'avenir ne soient plus perdus. Entre parenthèses, ça fait 4 ans que c'est comme ça. Hein. Donc moi, je m'étonne quand même qu'au niveau des services d'Idelux, on n'ait pas pris ce dossier à bras-le-corps beaucoup plus tôt et qu'on ait... par une solution, celle-là ou une autre, éviter cette gabegie qui est vraiment intolérable à entendre. Parce que, clairement, cet argent-là, c'est le contribuable qui le paie sur sa taxe déchets. C'est ça la réalité. Et donc, voilà, moi j'ai deux choses. Un, pourquoi ne pas avoir pris au niveau justement des instances d'Idelux où vous êtes clairement en force, et c'est logique puisque vous constituez la majorité. Et deuxièmement, pourquoi ne pas nous en avoir parlé ? On revient encore avec le même problème, hein, y compris au niveau de la cotisation en ESS, mais là, Stéphane s'est excusé, mais rien vers nous, hein, alors qu'il y a eu un dialogue avec la commune d'Arlon et la commune d'Aubange, et nous, on n'existe pas. Voilà, on ne nous dit rien. Nous. Donc on apprend ça dans la Gazette, et identique avec la perle que j'ai découverte, parce qu'on fait un travail ardu au niveau de la vente du domaine du CELI, où là aussi on constate qu'on paie des avocats, alors que nous, on n'en sait rien du tout. Donc on ne nous informe pas d'informations qui sont essentielles pour l'exercice de notre responsabilité. Parce que nous, moi je suis là, hein, j'y suis au conseil provincial, hein, et je suis là alors, hein, et je suis les dossiers. Donc franchement, je trouve quand même que ce n'est pas correct vis-à-vis du travail que nous accomplissons, tant ici qu'au niveau des instances où nous sommes représentés. Merci Dominique. Merci Dominique.
peut-être commencer et puis Marie-Ève complétera. Je vois que tu voulais ajouter quelque chose. Mais ne nous méprenons pas. L'objectif ici de passer à ce conseil du mois de juin pour permettre de lancer la dynamique dans les communes, parce qu'effectivement, dans le cadre d'un échange, il faut que ça puisse avoir lieu des deux côtés. C'est justement de ne plus perdre de temps pour avancer sur une solution et pour qu'elle puisse être confirmée rapidement et avant la fin de l'année budgétaire en cours. Ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Et donc, dès qu'on a été informé de la possibilité de mettre en place ce genre de proposition, ça a été important pour nous de l'analyser avec les services du directeur financier et voir un peu quelle était la procédure à pouvoir proposer en cascade. D'ailleurs, ça a aussi été évoqué, même si peut-être pas dans les dernières virgules des modalités, mais à l'Assemblée générale la semaine dernière à Arlon, lors de l'Assemblée générale extraordinaire, qui permet effectivement que l'opération puisse suivre son cours. Si tu as appris l'information dans la Gazette, c'est malheureusement parce que l'information est sortie du CA d'Idélux Environnement par un administrateur, je pense. Et par rapport à ça, c'est évidemment à cet endroit-là, Idélux Environnement, où la province, et je l'ai dit dans mon introduction, est la moins représentée, vu le pourcentage que j'ai exposé avant d'1%, 29%. Et donc, c'est évidemment... Enfin, tout est lié dans ce que tu dis. Le fait que nous ne soyons pas majoritaires, c'est une chose, mais même à 10% dans Idélux Environnement, amène aussi ce genre de déséquilibre par rapport à la représentation actuellement, et c'est quelque chose sur lequel les corrections pourront venir... dans la foulée. Et donc sur ces deux éléments-là, voilà déjà ce que je pouvais te dire. Te dire aussi, même si ce n'est pas toi personnellement, que ça a été débattu et les administrateurs qui font partie de Sogé-Parlux en ont été informés. Pour simplement, voilà, l'information de tout le monde, mais ça ne remplace pas les éléments. Mais voilà. On n'en ai pas été informé, je réitère ce que j'ai exprimé. Hein. On a perdu depuis 4 ans, on a fait payer par le contribuable de cette province 4 fois 566 000 euros. C'est-à-dire, si je compte bien, dans les 2 265 000 euros qui, clairement, sont perdus et payés par le contribuable de cette province. Deuxièmement, au niveau des informations, je le répète, et ça fait la 3e fois que je vous le dis, mais... On a la possibilité d'avoir des huis clos, on a des commissions, mais la moindre des choses, c'est quand même de nous expliquer les tenants et les aboutissants et de voir avec nous comment on peut faire un bout de chemin ensemble et pas de venir, de venir ici comme, et à la limite de mettre une suspicion qui ne devrait pas avoir lieu. Parce qu'on ne sait pas tout. Mais si, Coralie, moi je ne sais pas tout dans ce dossier. Il y a énormément de questions. Il y a une condition qui va être remplie et les autres, quelles sont-elles ? On va se retrouver comme avec le dossier sur l'ONSS, où on est venu, où Stéphane est venu, et je peux en partie le comprendre, mais c'est quand même très compliqué à avaler maintenant, nous dire que ce serait 7 000 net dans la poche des infirmières, et puis où maintenant il y a une épée de Damoclès, où on nous dit qu'on va peut-être devoir payer des cotisations sociales et de l'impôt. Et ici, moi, ni toi, ni personne ne pourra me dire quelles seraient les autres conditions imposées à la province ou à Idélux Environnement pour que le contribuable de la province ne paye plus chaque année ces 566 000 euros. Personne ne peut me le dire. Pourtant, voilà, les conditions sont connues du groupe, effectivement. Les intercommunales font partie d'un groupe et donc justifient déjà d'un lien économique et organisationnel. Et le rééquilibrage qui est proposé ici permet effectivement de compléter un 3e élément qui est le lien financier, ce qui devrait permettre de pouvoir avancer dans une solution par rapport à cet aspect. Justement, et c'est ce qui anime le collège, c'est de pouvoir éviter que ce coût soit répercuté sur les citoyens de la province de Luxembourg, parce que l'intercommunale Idélux Environnement, c'est celle qui est à la manœuvre pour la question des déchets. Et on sait que le coût vérité est recalculé chaque année et que les ajustements à la baisse, mais souvent à la hausse, sont impactés dans la facture du citoyen. Et ça,
C'est vraiment ce qu'on veut éviter, d'où le passage ici maintenant pour essayer de clôturer l'opération proposée d'ici fin 2023. J'ai bien compris la problématique et le système qui est proposé. Hein. Entre parenthèses, au niveau justement du calcul des frais généraux et cette fameuse valeur ajoutée, permets-moi quand même de t'indiquer et d'indiquer à l'ensemble des collègues ici du Conseil provincial qu'il y avait d'autres manières depuis 4 ans de calculer les choses et de ne pas répercuter ces 566 000 € sur le contribuable provincial. Hein. Ça, personne ne pourra m'empêcher d'être très clair à ce niveau-là. Et je me répète, je trouve que c'est franchement dommage qu'on n'ait pas toutes les informations. Donc le deuxième point, puisque tu me dis qu'apparemment il y aurait d'autres informations que toi tu posséderais, mais moi j'aimerais bien les avoir. J'aimerais savoir exactement quelles sont toutes les conditions que nous devons remplir pour que, enfin, et le plus rapidement possible, on ne mette plus, on n'oblige plus le contribuable à perdre 566 000 € par an. Marie-Ève? Non, je pense que Coralie a tout dit. Donc, Monsieur le Président d'Idelux Développement. Merci, Monsieur le Président de notre noble Assemblée. Voilà, peut-être recadrer un peu les choses. Hein, quand j'entends évidemment que le groupe Idelux aurait perdu de l'argent depuis X années, il faut évidemment s'inscrire en faux contre cette expression. Il est clair que le groupe Idelux réfléchit à une formule pour que, au niveau d'Idelux Environnement, il y ait une correction fiscale qui puisse se faire, je dirais, rapidement. Alors, quel est l'enjeu? L'enjeu est de l'ordre de 5 à 600 000 € effectivement, mais ce n'est évidemment pas en claquant des doigts que l'on parvient, avec une administration telle que l'administration fiscale, à régler les soucis. Donc ici, il s'agit de modifier un actionnariat dans les différentes intercommunales, donc ça ne se fait pas non plus rapidement. Il s'agit d'avoir des accords clairs avec l'administration. Il s'agit aussi de s'entourer d'une série d'experts indépendants qui ont pu nous éclairer sur cette problématique, parce qu'en interne chez Idelux, on souhaitait vraiment avoir des garanties à cet égard-là pour créer ce qu'on appelle une unité TVA. Donc il ne faut pas s'en cacher, c'est une opération délicate, qui reste délicate et qui, si elle aboutit, parce que nous aurions donc un partenaire au niveau du groupe Idelux qui aurait 10% des actions dans l'ensemble des intercommunales, pourrait, je dirais, trouver une solution au travers d'un ruling que l'on présenterait définitivement à l'administration. Donc, attention, ça prend du temps, ça nécessite des analyses précises, ça nécessite énormément de contacts avec l'administration, où on doit évidemment créer un bon climat de confiance, parce que l'administration doit sentir que tout ça se fait en toute légalité. Alors, je pense que nous sommes sur le bon chemin, et la décision que nous allons prendre aujourd'hui nous permettra de créer cette unité de TVA et de pouvoir, je dirais, au profit d'Idelux Environnement, épargner 5 à 600 000 € en matière de récupération TVA. Donc c'est ça l'objectif du groupe Idelux. Cet objectif, il a été présenté à l'ensemble des administrateurs et c'est d'abord au niveau de Sogei-Parlux, où tous les bancs sont représentés, c'est d'abord au niveau de Sogei-Parlux où on ne prend aucune décision, c'est bien ce qui a été convenu entre nous, où on parle de problèmes transversaux, où tous les bancs sont représentés, et je pense en tout cas où des sujets délicats sont abordés, et ces sujets délicats retournent évidemment dans les groupes en fonction de ce que les personnes qui font partie de Sogei-Parlux ont envie de divulguer par la suite. Donc je pense que c'est important, des choses comme ceci doivent pouvoir se faire sereinement, calmement, dans la transparence entre les administrateurs qui sont présents dans Sogei-Parlux, où je vous rappelle que tout le monde est présent, et qui permet de donner des feux verts, je dirais, aux personnes responsables de l'aspect financier dans un groupe comme le nôtre. De plus, les choses ont été expliquées également dans Idelux Environnement et dans Idelux Projet Public, deux institutions particulièrement intéressées
par cette opération, puisqu'il y a des échanges de parts à organiser entre les communes et la province. Voilà la stricte vérité, le strict contour du problème qui est devant nous. Maintenant, espérons que notre opération puisse aboutir, ce qui n'est pas encore certain à 100%. Voilà, merci de votre écoute et de votre compréhension. Merci Elie pour ces précisions. Vincent. Oui, je voulais quand même apporter une précision. Il y avait d'autres mesures qui auraient pu être prises pour atténuer ces choses-là. Et évidemment, c'est toujours facile à dire après. Mais on peut quand même faire l'analyse après coup sur le fait qu'on a peut-être manqué de réactivité pour prendre des mesures et diminuer ces bases taxables par d'autres mesures moins structurelles. Alors c'est bien, on le fait de manière structurelle, ça peut-être que ce n'était pas possible de le faire plus vite, mais après coup, moi je trouve qu'il y a eu un manque de réactivité par rapport à ce problème-là pendant 5 ans. Pas du tout à quoi tu fais référence. Si tu fais référence au mode de calcul des frais généraux de l'intercommunalité luxe, là, je ne peux pas partager ce que tu dis. Le mode de calcul des frais généraux est basé sur la valeur ajoutée. Jusqu'à présent, on pouvait en changer facilement. Et malgré les nombreuses interpellations qu'il y a eu d'administrateurs et d'un administrateur en particulier qui s'est donné à connaître au travers d'articles de presse dont on va taire le nom aujourd'hui, mais que chacun... on sait de qui on parle, mais ce n'est pas un problème. C'est quelqu'un qui fait bien son travail et qui souhaite relayer, je dirais, son sentiment et la façon dont lui perçoit les choses. Donc, à de nombreuses reprises, en tout cas moi, à titre personnel, j'ai expliqué, je l'ai encore redit en Assemblée générale, donc il n'y a pas de secret, j'ai réexpliqué que le calcul des frais généraux dans une institution comme Idélux est un calcul complexe. Alors, est-ce qu'il est trop complexe? Moi, c'est en tout cas le message que j'ai fait passer à la direction, parce que c'est important, dans un groupe comme Idélux, d'être transparent. Alors, la façon dont les frais généraux sont calculés, elle est évidemment transparente, elle est honnête, bien sûr, et elle est basée sur un calcul qui existe depuis toujours et qui est le principe de la valeur ajoutée de chaque entité. Alors, ce n'est pas le calcul le plus aisé et ce n'est pas le calcul le plus facile à comprendre. Moi, j'ai franchement mis du temps pour essayer de bien intégrer ce mode de calcul. Mais si on change la répartition des frais généraux dans un groupe comme Idélux et qu'on utilise, comme je l'ai rappelé en Assemblée générale, et on a apporté les preuves à cet administrateur qui a posé la question en Assemblée générale, si on le fait sur base uniquement du chiffre d'affaires, par exemple, ça donne exactement la même répartition, ou à 1% près. Si on le fait sur base du nombre de personnes occupées, on est dans le même schéma. Si on le fait sur base, je dirais, des heures passées par les métiers, que ce soit le droit de l'environnement, que ce soit le service du personnel, que ce soit le service juridique, on constate que ce sont les mêmes répartitions, parce que notamment Idélux Environnement, évidemment, qui porte la grosse partie des frais généraux, ça reste une intercommunale où il y a énormément de soucis à régler. Et donc, voilà, je pense que le directeur financier a apporté la preuve à plusieurs reprises que, quel que soit le mode de calcul, on arrivait toujours au même résultat. Voilà, je ne peux dire que la vérité, je ne peux dire que ce que j'entends, que ce que je vois. Il y a eu des tableaux qui ont été distribués également en séance, notamment de Sogé Parlux, dans les autres intercommunales, pas souvent dans Idélux Développement, je dois l'avouer, parce que dans Idélux Développement, on n'a jamais vraiment posé la question, mais on peut sûrement avoir une démonstration de cette répartition des frais généraux. Mais bon, voilà, je pense qu'on a vraiment tenté d'apporter des explications qu'on devait apporter, et la création de cette unité TVA nous permettra en tout cas effectivement d'avoir une économie, mais je rappelle, ce n'est pas en claquant des doigts qu'une opération comme celle qu'on propose peut se réaliser. Voilà, je pense avoir fait le tour du problème. Merci Elie. Oui, Dominique, tu voulais... Vincent, tu avais terminé?
Oui, j'aurais pu refaire une petite correction technique en disant que même dans les frais généraux, on pouvait retirer des provisions et des choses qui y étaient, etc., et essayer d'adapter les choses, mais enfin, ça devient trop technique. Et mon but n'est pas de faire des reproches, c'est de dire aussi de savoir analyser après, quand même, si on a réagi suffisamment vite ou pas, et s'il n'y avait pas des solutions. Et donc moi j'y suis, hein, donc j'aurais pu alors les soulever aussi, donc ce n'est pas une critique, c'est presque une autocritique. Merci Vincent. Dominique? Oui, je conclurai sur une note positive. Hein, donc, chez Vivalia, notamment, on a énormément critiqué la majorité, puisque on sait que quand le gouvernement wallon a imposé qu'il y ait une minorisation de la représentation provinciale, alors que la province procède 53% d'actionnariat de Vivalia, on vous a critiqué parce qu'au lieu d'adopter la clé qui nous semblait tout à fait logique, 9-11, donc 9 provinciaux pour 11 représentants communaux, vous avez choisi la clé 7-13. Et tout le monde sait pourquoi, c'est pour que vous ayez plus de représentants. Donc ici, moi, évidemment, je serais très positif, puisque ici, on propose à la province d'avoir une représentation de 10% dans un outil qui est quand même super important pour l'environnement d'une part, mais aussi pour les habitants de la province. Merci. Francis. Et Coralie terminera. Oui, moi je vais être très très bref, simplement un petit rappel. Donc, Dominique est revenu notamment sur le problème de la prime d'attractivité qui serait soumise à l'ONSS et à l'impôt. Je voudrais simplement rappeler que lors de la dernière séance du Conseil provincial, le président du collège a pris l'engagement en tous les cas qu'en aucun cas les bénéficiaires de cette prime ne devraient supporter le coût de cette ONSS et de cet impôt. Il faudra bien sûr trouver la façon légale, en tous les cas, d'y parvenir. Je retiens aussi, Dominique, mais ce que tu as dit, c'est que finalement, il serait peut-être intéressant qu'on puisse de temps en temps marcher ensemble. Oui, ce que j'ai dans ce point de vue-là, Francis, sur ce point précis-là, Francis, ce que je reproche et que je n'ai pas arrêté ici, je l'ai peut-être dit 3 fois, c'est le manque de communication. Stéphane l'a très bien compris dans cette problématique-là. Donc moi, à la limite, je ne fais pas de reproche à Stéphane sur le fond du problème, c'est sur la forme. Dans ce genre de problématique, et ici c'est à nouveau la même chose, je crois qu'une commission, et on peut la faire à huis clos, ou bien un conseil provincial, et on peut aussi consacrer une partie à huis clos, je crois que pour justement répondre à ce qu'a dit Élie sur toute la problématique de la valeur ajoutée et peut-être d'autres manières d'aborder la problématique, ça aurait valu la peine qu'on en parle tous ensemble et qu'on voit si d'autres pistes n'étaient pas possibles. Et ça, on en est privé. Et je le regrette. Merci. Coralie. Donc pour conclure, parce qu'on revient un peu au début de ton intervention avec ce que tu viens de dire, je rappelle effectivement la façon dont on a souhaité avancer parce qu'on est ici en juin 2023 et que ça permettra, si l'approbation se fait aujourd'hui, de lancer en tout cas une dynamique pour mener à bien une solution qui va aussi dépendre des partenaires communaux pour un rééquilibrage. J'entends tout ce qui a été dit. Vincent, quand tu dis on aurait pu faire les choses, je crois que j'y ai répondu en disant que le on, si c'est la province, en tout cas dans Idélux Environnement, avec 1,29% des parts, était en petite mesure de faire quelque chose. Et comme tu l'as dit, que ce soit dans le CED d'IPP ou d'Idélux Développement, on n'en a jamais vraiment parlé. C'est au sein de Sogé-Parlux que les choses ont été évoquées. Ça n'empêche qu'ici, c'est le lancement de quelque chose. Ce n'est pas la dernière fois qu'on en parle. Et le mois dernier, on a convenu de toute façon de faire une commission budget-finance en suivi de l'AMB, ainsi que pour la question des taxes seconde résidence, pour la question soulevée par Michel. Et donc, dès la dernière semaine du mois d'août, la première de septembre, on peut faire un point global sur cet aspect ici qui a été évoqué par rapport à la proposition de rééquilibrage, voir si de nouvelles informations nous sont parvenues en fonction des contacts avec l'administration ou avec les communes et faire un élément d'information et communication de suivi avec vous, une discussion sur les autres idées qui auraient pu intervenir entre-temps. Merci Coralie pour cette proposition.
Je vous propose de passer au vote. Fermeture des votes, 29 oui et 2 abstentions. Je vous remercie. Et nous en arrivons aux subventions. Vous avez reçu le rapport mensuel du Collège sur liquidation par délégation. Alors, nous avons une série de subventions, commençant par l'agriculture. 9901, 9904. Y a-t-il une question sur ces propositions de subventions? Dominique. Ouais, ce n'est pas une question sur les subventions en tant que tel, Président, et c'est bien la raison pour laquelle vous pouvez rejeter mon interpellation si vous le voulez. Et évidemment, mon interpellation s'adresse à Coralie, et elle concerne la fameuse remorque réfrigérée qui est mise à disposition, qui serait mise à disposition de nos agriculteurs, Coralie. Donc voilà, si tu ne veux pas qu'on en parle, je clôt le débat. Non, pas de souci. Voilà, donc un petit récapitulatif. Donc c'est bel et bien la commission de février de l'année passée qu'il est décidé que cette remorque sera mise en œuvre pour faciliter le travail de nos agriculteurs qui privilégient les circuits courts. De mémoire, parce que je n'ai pas j'ai reçu, j'avais demandé à avoir par les services. Voilà, je l'ai, mais je n'ai pas retrouvé et je n'ai pas eu le temps, parce que c'est clair que nos journées sont très longues. Mais de mémoire, je me souviens que je crois qu'on a reçu les offres au mois de décembre de l'année passée, 2022, et l'achat, en tout cas la facture a été payée au mois de janvier de cette année-ci. Jusque-là, je crois que c'était peut-être compliqué de faire mieux, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des rigueurs administratives à respecter, avec des appels d'offres, des candidats qui doivent remettre les offres, la lecture de toutes ces offres et compagnie. Donc ça, je peux comprendre. Par contre, où j'ai quand même un souci, c'est que cette remorque apparemment est là, mais ça tu peux me corriger, donc on va considérer depuis le début de cette année-ci, hein. Il semble que, en tout cas c'est ce que tu m'as répondu à la dernière commission, elle n'est toujours pas utilisée. Et tu m'as aussi indiqué, et ça je trouve que c'est très bien, qu'évidemment vous en feriez la publicité lors de la prochaine foire de Libramont. Donc ça, je pense que c'est tout ça, on ne peut être que d'accord. Mais où moi j'ai quand même un souci, c'est que j'estime que si ce projet que nous avons tous adoubé, et parce que nous pensons effectivement, mais c'est un préjugé, et j'espère que ce préjugé se confirmera. Si ce projet effectivement vaut la peine, je crois qu'il faut le mettre en œuvre le plus vite possible. Et pourquoi pas dès maintenant, à un mois de gagner, pour les agriculteurs qui, si vraiment ils ont besoin de cet outil pour réaliser justement leur circuit court au niveau de leur vente de produits, c'est le plus vite possible qu'il faut mettre en œuvre. Et je ne comprends pas, au niveau de la commission, je suppose que tu as déjà bien senti mon sentiment, tu as bien ressenti mon sentiment à ce niveau-là. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne propose pas aux agriculteurs, par l'intermédiaire des comices, par l'intermédiaire de toutes les structures qui les représentent, de le plus vite possible pouvoir utiliser cet outil et qu'on voit un petit peu si réellement sur le terrain il est utile ou pas. Et évidemment qu'il faut en faire la publicité à la foire de Libramont, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein. Et j'ai un peu du mal à comprendre avec tous ceux qui vous entourent, aussi bien au niveau des cabinets qu'au niveau ici des fonctionnaires provinciaux, et qui sont souvent de qualité. Pourquoi ce temps a été, entre guillemets, perdu et pourquoi est-ce que cette remorque n'est toujours pas proposée à nos agriculteurs? Merci Coralie. Avec plaisir, Dominique. C'est l'occasion alors pour moi de faire un point complet sur le projet que tu as parfaitement résumé et qui faisait l'objet d'un accord en commission, qui a été mis en œuvre au niveau des démarches administratives et de commandes. Et on sait que 2022-2023, ce sont un peu des années bousculées en termes de délai de livraison par rapport à certains véhicules, à certains matériaux, certains composants. Et donc, on a toute une partie du délai écoulé qui s'explique déjà par simplement le délai de livraison annoncé pour
pour un véhicule de ce type. Et donc c'est pour ça qu'en même temps que la facture que tu avais souhaité que je te transmette après la commission, j'avais aussi voulu qu'on t'envoie les éléments complémentaires de la date de livraison en tant que telle, parce que le paiement de la facture n'avait pas correspondu avec la date de mise à disposition du garage envers le centre de Michamp. Et c'est une fois la remorque, je vais dire, arrivée, que sont apparues quelques démarches administratives supplémentaires liées à l'assurance, liées à l'immatriculation et liées à la question de l'agrément AFSCA. Alors, on ne va pas aller dans les détails techniques, mais étant donné qu'il y a un thermomètre qui doit pouvoir être lisible dans l'habitacle, enfin, je vous passe ici les détails, il a fallu effectivement prendre le temps de vérifier effectivement quelles étaient les obligations de Michamp, qui n'est pas un opérateur habitué à ce genre de mise à disposition, et également que la convention de mise à disposition puisse être approuvée par l'UCL, en plus d'être approuvé par la province, pour justement le mécanisme de mise à disposition avec caution, pas caution, nettoyage et les frais qui pouvaient être sollicités aux agriculteurs et qui se limiteront finalement, et c'est une très bonne nouvelle que je tiens à partager aujourd'hui, à 50 € tout compris pour le nettoyage après la mise à disposition et pas d'autres frais pour les agriculteurs. Donc c'est évidemment quelque chose de très intéressant. En parallèle, mon équipe s'est activée avec le service communication de la province, que je remercie, pour préparer le flocage de la remorque pour qu'elle soit identifiée produits locaux, terroir luxe, province de Luxembourg. Il y a un QR code à l'arrière qui permet de renvoyer vers le site sur lequel sont hébergées toutes les infos pour que les agriculteurs puissent louer. Et le bon de commande a été signé, voilà, je dirais mi-juin. Donc la société qui a été désignée, j'en ai parlé mercredi après-midi au CA et à l'AG de Michamp, va venir faire le flocage sur site à Michamp. C'est une question de jours. Donc tout est prêt. Le site internet peut être mis en ligne dès que le flocage de la remorque est prêt et la communication s'en suivra. Donc finalement, la foire de Libramont, qui était le cap ultime que je t'avais annoncé, on tient ce timing et dès que possible, on fera les annonces. Dernière info technique, puisqu'on donne tous les détails, ça a aussi permis à Michamp de passer... Enfin, ça... Le délai qui s'est écoulé a aussi permis à Michamp de passer le véhicule au contrôle technique, vu que c'était aussi une obligation qui est apparue après l'immatriculation, l'assurance et l'agrément AFSCA. Et donc tout est désormais en ordre. Les tarifs sont fixés pour les agriculteurs et on fera une communication large via la newsletter de la région Wallonne, via les agriculteurs SPICVA, non SPICVA et via les acteurs des circuits courts avec lesquels nous sommes aussi en contact rapproché. Voilà, j'y tiens. Merci Coralie pour ces précisions. Dominique, je remercie Coralie, elle a été complète dans sa réponse. Moi, je reste quand même un petit peu sur ma faim, sur la rapidité d'exécution, mais je crois quand même qu'elle a bien répondu et qu'on aura ce service qui sera proposé pour la foire de Libramont. Je suis content, moi, je crois quand même que on a des dossiers qui ne sont pas identiquement les mêmes, mais qui ressemblent quand même à ça au niveau communal. Et j'ai l'impression que ça aurait pu être fait d'une manière plus rapide, notamment toutes les conditions liées à la remorque, tout ça, vous pouvez le demander avant et dès la réception, directement installer tout ça. Mais enfin, voilà, on va pas se chamailler là-dessus. C'est très bien. C'est un projet en partenariat. La province n'était pas à la manœuvre de tout. Et donc, voilà, ça s'est fait aussi dans le respect des contraintes du partenaire qui avait aussi d'autres projets sur le feu. Et j'attends avec impatience de voir comment elle va être utilisée et qu'on ait peut-être au mois de janvier de l'année prochaine ou fin décembre, qu'on ait déjà un bilan sur l'utilisation de ce nouvel outil mis à la disposition de nos agriculteurs. Merci Coralie. Le principal, c'est que c'est en bonne voie. Revenons aux subventions. Y a-t-il des questions sur les subventions agriculture? Pas de questions. Culture et sport, 99-21 à 99-29. Pas de questions particulières. Économie, 99-31 à 99-33. Social et santé, 99-41 à 99-48.
99,51, donc c'est patrimoine, une subvention au profit de la plateforme en Luxembourg belge pour un commerce équitable. Et 3 événements incontournables. Stéphane. Oui, juste un petit mot peut-être par rapport à la 9963, donc qui est la subvention annuelle pour la SBL des Godefroy. Et pour signaler donc voilà, que habituellement, donc c'était Idelux qui accompagnait l'organisation, qui encadrait l'organisation des Godefroy. La personne qui s'en occupait a été pensionnée, et donc il y a une réflexion par rapport à l'institution la plus appropriée pour justement reprendre en tout cas l'organisation et la coordination du prix des Godefroy, des différents prix de la soirée et toute l'organisation préalable avec l'encadrement des jurys. Et donc c'est la province de Luxembourg qui va reprendre un peu ce rôle de coordination au niveau de l'organisation de la cérémonie des Godefroy. Voilà, donc cette année-ci, il y aura sans doute peu de changements en soi. Donc il y a une réflexion qui sera approfondie en tout cas. Et peut-être des nouveautés apparaîtront déjà au niveau de l'année prochaine. Voilà, donc c'était pour vous informer un peu de cette modification par rapport à l'encadrement de l'organisation des Godefroy. Merci Stéphane. Oui, Michel. Oui, Monsieur le Président. Donc, par contre, contrairement au point d'Idelux tout à l'heure, là, on a été informé au niveau du bureau de ce changement. Évidemment, pour cette année, ça va être un peu rapide de faire quoi que ce soit. Mais donc, on a souhaité, je pense que vous le souhaitez aussi, regrouper un peu l'ensemble de nos prix. Hein. C'est sans doute l'occasion d'avoir une vitrine un peu plus importante pour certains prix qui peut-être, en tout cas c'est l'impression que j'ai, passent parfois un peu inaperçus ou pas suffisamment médiatisés, tandis qu'on sait que la cérémonie des Godefroy est un événement très médiatique. Donc voilà, si on reste dans cette veine, nous adhérons évidemment à ces changements attendus. Voilà. Effectivement, Michel, c'est ce que tu avais déjà abordé lors de notre réunion de bureau. Oui, donc c'est certain qu'une réflexion est placée. C'est vrai qu'il y a dans différents domaines, notamment sportifs ou économiques, voilà, différents prix qui sont remis au niveau de la province. La réflexion sera lancée pour peut-être unifier et de mettre plus en avant justement ces prix et ne pas les multiplier. C'est un des objectifs. C'était aussi pour souligner l'absence d'informations sur l'idée, Monsieur le Président. Merci Michel. Alors, souhaitez-vous un vote particulier pour l'une ou l'autre de ces subventions? Ah, non, encore une demande. Denis? Oui, Monsieur le Président, vous voulez de manière générale... Pour Bertry, peut-être, pour la subvention Bertry. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Non, d'une manière générale, est-ce que ce serait possible d'avoir un petit peu plus de détails dans les annexes qu'on a pour les demandes de subsides, pour certains subsides, parce que je prends au hasard la demande de subside, par exemple, de l'Association provinciale des seniors. Le seul élément qu'on a sur l'objet de la demande de subvention, c'est un copier-coller, annexe 3, association bénéficiant de subvention, et puis montant de la subvention sollicitée, 5 000 €, ce montant serait le bienvenu, avec une grosse faute d'orthographe, et après, tout est vide. Et donc, après, dans les motivations du collège, j'entends bien que le budget a été présenté et qu'il y a des activités récurrentes, et je ne mets pas en doute, loin s'en faut, le fonctionnement de cette ASBL, mais c'est vrai que, entre guillemets, avec ce genre de document, on n'a absolument aucune information tangible pour se forger une opinion, quoi. Donc ce serait bien d'avoir peut-être les détails pour pouvoir se forger une opinion par rapport aux subventions. Réaction suite à... Stéphane, peut-être la remarque de Denis. Oui, mais je pense que par rapport aux informations, donc c'est vrai que c'est une subside qui revient habituellement, mais donc on a la demande. Évidemment, enfin, moi j'ai évidemment tout le budget de l'association avec le rapport d'activité. Voilà, je ne sais pas, on peut toujours essayer d'aller plus loin dans la sollicitation. Mais...
sauf erreur de ma part, on ne sait pas, nous, via le portail, voir ce qui est mis en œuvre par les associations qui sont demandeuses. Voilà. Et détailler un peu plus la motivation, peut-être. Ici, le seul document qu'on a, c'est, oui, 5 000 euros, ce serait bien, je vois que vous en donnez 2 000. Elle me dit, ça fait un peu... Allez, hop. Donc voilà, si on avait le budget, si on savait ce qu'ils font, ce serait une meilleure information, puisqu'on parle de transparence. Oui, tout à fait. Je pense que nous sommes très attentifs, évidemment, à ce qu'il y ait des actions concrètes derrière ce qui est donné. Ah oui, je n'en doute pas, ce n'est pas du tout cette SBL-là qui est visée, mais de manière générale. D'accord, c'est noté. Merci. Olivier. Oui, pour aller dans le même sens, c'est vrai que tous les documents sont scannés, j'imagine, à l'entrée au courrier, donc c'est pas compliqué de les rajouter sur le portail dans la foulée du formulaire de demande de subvention, quoi. J'imagine que tout est... Oui, tu serais directement dedans, c'est facile. D'autres demandes de parole? Pas de vote particulier? Votons sur l'ensemble des propositions de subvention. Ouverture des votes. Fermeture des votes, unanimité. Je vous remercie. C'est ainsi que se termine la séance publique de ce Conseil. Merci aux agents provinciaux pour leur présence. Et à qui je souhaite déjà de bonnes vacances.